Merci beaucoup tout le monde de vous joindre à nous. Je voulais prendre un moment de reconnaître que les bureaux de notre association et moi-même sommes aujourd'hui sur le territoire traditionnel non cédé, justement le territoire traditionnel de nombreuses nations. Et après cette reconnaissance, nous allons aussi faire un peu de gestion interne et nous aimerions vous donner le petit rappel amical que nous ne pouvons pas vous voir, nous ne pouvons pas vous entendre. Cependant, vous pouvez nous entendre, vous pouvez nous voir. Nous espérons. Et si vous avez des questions, placez-les dans la boîte de clavardage et nous allons intégrer vos questions pendant cette séance. Et nous aurons aussi une séance de questions et réponses. La séance est enregistrée qui vous sera disponible justement sur le site de l'ICCS en anglais et en français. Si vous voulez voir la version française, vous devrez seulement aller au bouton d'interprétation, un petit globe. So if you're looking to use the translation function, you just have to click on the little globe button. Simplement cliquez sur le globe au bas de l'écran qui est identifié Interprétation. Choisissez la langue de votre choix. Alors, quelle est l'initiative de communauté? Alors, il s'agit d'un investissement de 31 millions de dollars du gouvernement du Canada, Infrastructure Canada, justement pour répondre aux nouvelles réalités de la COVID-19 pour des infrastructures de petite échelle. Alors donc, avec des subventions de 5 000 à 250 000 dollars, justement, ça peut aider à financer des projets d'infrastructure à petite échelle menés par les collectivités afin de les aider à s'adapter et à répondre à la COVID-19, c'est-à-dire les gouvernements, les organismes à but non lucratif, les communautés avec des projets privés sont tous invités à formuler des demandes depuis maintenant jusqu'au 9 mars pour le dépôt des demandes. C'est le cycle 1. Et vous pouvez vous rendre justement au site web CHCI pour obtenir davantage de ressources et de savoir comment vous pouvez formuler votre demande de subvention. Il y aura un deuxième cycle qui se tiendra en mai 2021. Et on va discuter de la mobilisation sur les 2 prochaines semaines. Nos partenaires vont justement mettre en ligne des séances pour apprendre davantage sur ce que vous pouvez faire, être inspiré de nouveaux projets, obtenir des exemples et aussi d'obtenir des conseils. Et toutes les séances seront tenues avec l'interprétation simultanée en français et en anglais. Alors, le programme, justement, comporte 3 volets, c'est-à-dire créer des espaces publics sécuritaires et vivants, et aussi pour améliorer les options en matière de mobilité et aussi pour les changements. Et ça peut aussi, comme 3e thème, créer des solutions numériques. Et aussi, aujourd'hui, la séance est tenue par l'Association nationale des centres d'amitié, justement pour les communautés autochtones qui ont vécu l'incidence désastreuse de la pandémie récemment. Et aussi, Sadie, est-ce qu'il s'agit là de ta portion? Je crois que oui. Je suis désolée. J'ai commencé à lire ce diapo. Alors, tu peux continuer avec l'introduction, Shadi. Il y a peut-être bon nombre de personnes qui te connaissent déjà. Je suis vraiment désolée. Et c'est justement notre conseiller de projet à l'Association nationale de centres d'amitié. Et je suis désolée, c'est la portion de Shadi. C'est lui qui devrait vous aborder. Merci beaucoup d'avoir introduit l'initiative et j'apprécie
euh, les occasions qui sont disponibles pour la plupart des gens qui sont sur ce webinaire aujourd'hui. Et aussi, dans la boîte de clavardage, sentez-vous bien à l'aise de vous présenter et de mentionner d'où vous venez et votre organisme que vous représentez ici aujourd'hui, cette semaine, pour avoir un sens ici dans la salle des participants et qui participent, tels que mentionné par Michel. Mon nom est Shadi Hafez. Je suis syrien et je suis ethnique Québec et j'habite ici. J'habite ici sur mon territoire à Ottawa et je travaille avec l'Association nationale des centres d'amitié comme conseiller euh, spécial. Et pour ceux d'entre vous qui faites partie justement des centres d'amitié, je fais partie de l'association. Je travaille avec justement la NCA. Je suis un partenaire de cette initiative et je souhaite euh, partager la nouvelle, à savoir ce qui se passe au sein de notre communauté et notre organisme. Alors, pour vous dire qui nous sommes à titre d'association, alors l'ANCA existe depuis 1972, existe à l'échelle nationale et ça couvre 100 centres d'amitié euh, d'un bout du pays à l'autre. Et pour ceux d'entre vous qui n'êtes pas familiers avec les centres d'amitié, si vous faites partie de ce webinaire, de toute évidence, vous êtes très familier avec les centres d'amitié. Alors, on offre des services aux Autochtones en matière d'infrastructure et oui, on veut justement offrir des programmes, justement améliorer la qualité et c'est sûr que on veut améliorer la vie pour bien des communautés et on est un premier point de contact pour obtenir justement des références. Et pour moi-même, puisque j'habite à Ottawa, j'ai grandi à Ottawa, à titre de jeune autochtone dans la ville, le centre d'amitié ici était vital et critique à mon rapport avec la communauté et ma culture, mon identité, et ça m'a beaucoup aidé dans ma croissance personnelle également. Alors, si vous n'êtes pas au courant du travail des centres d'amitié, ils font beaucoup de travail incroyable, incroyable au sein des villes et je pourrais partager ce qu'ils font. Alors, si nous pouvons passer à la prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, aujourd'hui, le but du webinaire, c'était d'avoir une discussion sur la COVID-19 et par rapport à nos communautés et pour parler si certaines idées, comment maintenir une communauté en santé malgré les limitations, les restrictions de l'incidence de la COVID sur nos communautés, tant au niveau des réserves, au-delà des réserves, dans la région du Nord, dans les centres urbains et nos communautés interagissent entre elles et en raison de cette pandémie. J'aimerais présenter ceci en parlant de la réalité que nous connaissons tous. La pandémie de la COVID-19 a été démontrée comme incidence au sein de nos communautés et celles qui sont surtout marginalisées. Et ça soulève justement des enjeux de santé, des maladies qui ont une incidence sur nos communautés plus que sur d'autres communautés. Alors, j'utilise cette citation de Lisa Richardson et qui alors, au Canada, les soins de santé pour les nations ont toujours été inadéquats et les conditions dans lesquelles les gens sont nés et c'est défini par l'organisme international de la santé. Alors, il y a des choses qui peuvent nous aider dans nos communautés. Il y a des inéquités structurelles en ce qui touche l'hébergement et la santé. Alors, et l'incidence de la COVID était assez épeurante pour nos communautés sur les réserves ou dans les villes. Nos gens confrontent justement la fin de la COVID, nous espérons. Et ce que ceci indique pour nous et bon nombre de nos communautés, c'est qu'avant la COVID-19, il y avait un travail incroyable d'effectuer dans un bon nombre d'endroits
en- dans la santé, l'éducation, l'enseignement, le développement, la revitalisation sociale, culturelle, ce genre de choses se produisaient au sein de nos communautés. Il y a eu une résurgence et une croissance à nouveau et la COVID, malheureusement, a rendu la tâche difficile pour nous de continuer à faire ce travail. Ce fut un défi de passer en revue à savoir comment continuer à faire le travail que nous faisions avant la COVID et dans un contexte, un environnement changeant constamment. Et ce que vous avez discuté, mentionné également, particulièrement pour protéger les aînés dans nos communautés. Je dois arrêter le chat parce que je lis le clavardage et ça me distrait. Alors, lorsque je parle des connaissances culturelles, de notre historique et les aînés, l'incidence de la COVID porte atteinte plutôt à nos aînés et ces populations vulnérables. On veut s'assurer que les générations plus jeunes auront accès aux connaissances, à notre langue, à notre culture. Et c'est un défi pour bon nombre d'entre nous au sein de nos communautés. Mais il faut trouver différentes solutions pour surmonter cela. On peut faire du travail à ce niveau. En même temps, comment protéger nos communautés de certaines choses qui viendront de l'extérieur vers l'intérieur et maintenir ce rapport avec l'extérieur lorsque nous avons besoin de ressources et des choses comme ça. Ce sont des questions qui seront soulevées, qui ont été soulevées au cours de la dernière année. Et il y a eu diverses réponses de communautés et nous en sommes au courant pour certaines d'entre eux. Et d'après ce que je peux voir, la plupart des gens, des participants ici dans ce webinaire travaillent pour une communauté ou un centre d'amitié. Alors, nous savons qu'il y a un certain nombre d'initiatives partout à travers le pays et il faut poursuivre pendant le confinement. Il y a aussi des couvre-feux qui nous empêchent de faire des choses, de nous réunir, des mesures particulières. Nos médecins, nos travailleurs de la santé, justement, effectuent beaucoup de sensibilisation à savoir en quoi consiste la COVID-19, la vaccination au sein de nos communautés et aussi partager cette sensibilisation et sur les risques qui pourraient être exister. Alors donc, les soins disponibles aux communautés, si les gens ont la COVID ou la vaccination, comment procéder au sein des communautés urbaines également. Les réponses sont semblables partout. Alors, on n'est pas assis ici à ne rien faire. Nous répondons justement et il y a beaucoup de solutions qui sont menées par les communautés elles-mêmes. La prochaine diapo. Alors, lorsque nous songeons à préserver la santé de la communauté en dépit de la COVID-19, je crois qu'il faut aussi aborder, et je remonte à des projets que j'ai effectués par le passé. J'étais coordonnateur au sein de ma communauté pendant 2 ans. Nous avons effectué beaucoup de travail sur la construction de communautés et sur l'initiative et la promotion de la santé et le bien-être. Et pour préserver la santé de la communauté, on donne un sens d'identité en santé et ça touche les jeunes, mais tout le monde est rattaché, les anciens et les jeunes, et on veut mitiger, réduire les risques de façon proactive plutôt que de façon réactive. Et il y a aussi un engagement communautaire. Les membres sont impliqués dans la prise de décision et sont informés à savoir ce qui se passe au sein de la communauté. La gouvernance est en santé. Il faut préserver la santé et il faut assurer justement le leadership entre la communauté et la gouvernance. Et il faut aussi nous assurer une sécurité alimentaire pour les endroits éloignés, hors réserve, pour qu'ils aient accès à des aliments abordables et sains.
Il y a beaucoup de choses aussi. L'hébergement sécuritaire au sein des communautés doivent être disponibles. Les gens qui ont besoin de soins, les aînés, ceux avec une mobilité réduite ou une certaine invalidité. Alors donc, nous savons que la COVID, justement, a déplacé nos priorités et surtout lorsque nous tentons de nous réunir à titre de communauté, toutes les communautés ensemble. Alors, c'est très important qu'il s'agisse de réunions communautaires au sein des centres d'amitié ou des communautés. Il faut se réunir pour discuter des choses, des questions importantes, les priorités. Je sais que certaines communautés ont éprouvé des défis, des obstacles pour se réunir pour discuter ces enjeux. Alors, il y a beaucoup d'enjeux touchant la sécurité, les envois des denrées, des aliments au sein de certaines communautés. Il y a eu des enjeux au sein de certaines communautés pour éviter que des gens provenant de d'autres régions de zones rouges avec la COVID pour les empêcher de se déplacer et aussi pour aussi connecter les jeunes, les anciens et pour les cérémonies spirituelles, les danses du soleil et tout cela. Il y a eu beaucoup de défis pour maintenir et préserver le tout culturellement et spirituellement pour les gens qui sont à la maison, qui doivent gérer leurs propres enjeux. Comment gérer toutes ces questions à cette époque? Ce sont de grands défis. Une autre composante, c'est que notre identité est fondée sur nos pratiques des terres, notre spiritualité et notre culture, et c'est transmis verbalement, oralement. Comment, pas changer cela, mais comment surmonter les enjeux qui nous empêchent de transférer ces connaissances et communiquer tout cela lorsqu'on ne peut pas se réunir ensemble comme communauté et comment faire cela lorsqu'on n'est pas ensemble. Alors, j'espère qu'avec l'ICCS, il y aura des occasions pour adapter, ajuster certains des programmes, des services, des infrastructures au sein des communautés pour nous permettre d'assurer que nos aînés et nos jeunes sont protégés pour qu'ils vivent des vies en santé et aussi évaluer et réduire les risques et engager les communautés, assurer la gouvernance, la sécurité alimentaire, l'hébergement sécuritaire, de sorte que les gens puissent habiter au sein de leur communauté dans des espaces sécuritaires et en santé. Alors, on va bouger à la prochaine diapo. Alors, pour aborder nos communautés, nos organismes. Qui est admissible à l'ICCS? Les gouvernements des Premières Nations, des Métis et des Inuits sont admissibles à l'ICCS. Les organismes communautaires et sans but lucratif autochtones, Premières Nations, Métis, Inuits et LGBTQ2S et aussi les centres d'amitié, les organismes communautaires situés à l'extérieur des réserves. Alors, s'il y a un organisme situé sur la réserve, peut être aussi admissible à l'ICCS. Et il y a, désolé, j'ai perdu mes notes. Alors, il faut que le projet tombe sous l'égide des critères suivants. Justement, ceux qui ont été atteints par la COVID-19 et aussi il faut que les projets desservent le grand public et pour les communautés fortement atteintes par la COVID-19, il faut créer des espaces vivants et sécuritaires et je crois qu'il est important lorsqu'on parle d'espaces vivants. Justement, on a soulevé ça au cours de nos discussions lors du lancement de cette initiative. Nous reconnaissons qu'un bon nombre de nos espaces ne sont pas des espaces publics. Le public n'a pas nécessairement accès à nos espaces communautaires, surtout sur les réserves. Et les circonstances urbaines sont en quelque sorte différentes. Et sur les réserves, ce sont nos espaces. Et tant et aussi longtemps que ces programmes desservent et sont accessibles
à nos espaces sur nos au sein de nos communautés, alors ces communautés sont admissibles. Maintenant, je vais parler des trois thèmes sous l'ICCS. Il faut les comprendre et comprendre les exemples que les gens font actuellement impliqués qui pourraient vous inspirer pour obtenir des idées à savoir ce qui pourrait s'appliquer pour vos propres projets. Alors, réellement, on veut créer justement euh, des espaces vivants et sécuritaires pour transformer des espaces extérieurs pour les activités communautaires, améliorer, créer ou changer les espaces et les transformer en espaces culturels ou communautaires afin qu'ils soient utilisés et aussi il faut assurer des mesures de distanciation sociale. Alors, nous savons qu'il y a quand même des rassemblements dans certains centres, certains organismes. Les espaces sont limités et restreints pour les rassemblements. Alors, on veut profiter des espaces extérieurs pour ces rassemblements, si possible. Et tel que j'ai mentionné, oui, il faut assurer que les mesures de distanciation sociale sont assurées. Et je pense, par exemple, si vous avez j'ai beaucoup participé au sein de ma communauté. Nous avions différents ateliers justement pour la confection de paniers, des pots, de l'artisanat. Il faut être au courant de ce qui existe dans vos espaces pour vous assurer que vos gens puissent quand même participer dans des activités culturelles et récréatives. Mais il faut assurer la mise en place de mesures de distanciation sociale. Alors, pour l'extérieur, partout à travers le pays, on a vu des cercles dans les parcs et ce sont des espaces vivants et sécuritaires. Les gens peuvent évoluer au sein de ces espaces. Je crois que nous en avons davantage sur cette diapo. D'accord. Alors donc, c'est parce qu'on a le français. Alors, les jardins communautaires, cueillettes de remèdes médicinaux traditionnels et sentiers pédestres. Je sais que notre communauté détient un potager et il y a d'autres types de jardins. Nous avons des sentiers pédestres au sein de notre communauté et nous aussi, nous devons garder en tête que à l'ECCS, tout a rapport avec l'adaptation et l'ajustement à la COVID-19. Alors, s'il s'agit d'un potager communautaire ou d'un sentier pédestre, il faut que ça réponde à une restriction, une atteinte par la COVID. Alors, c'est une façon d'ajuster les programmes et de tenir les rassemblements et les activités à l'extérieur plutôt qu'à l'intérieur. Et ça permet, ces sentiers pédestres permet à nos communautés, aux gens de marcher de façon sécuritaire puisque les centres de conditionnement sont fermés. Alors, donc, les marches sont des marches de santé qui sont possibles sur les sentiers pédestres et on entrevoit aussi des programmes basés sur le territoire et tentes extérieures pour les aînés, les activités communautaires. Avant la COVID, j'ai poussé des programmes extérieurs moi-même et aussi des camps de bien-être pour les femmes, les hommes et pour que les gens puissent aller à la pêche ou faire aussi de toutes sortes de d'activités extérieures ayant rapport avec la chasse, la pêche, le trappage et le piégeage pour maintenir le rapport avec les communautés pour que les gens demeurent en santé et pour éviter que les gens se rassemblent à l'intérieur. Voici des possibilités, des options auxquelles penser lorsqu'on pense espace sécuritaire et vivant. Il y a aussi une liste en quelque sorte générale, justement pour vous donner des idées pour les jardins communautaires et les sentiers. Et pour les communautés qui ont des terrains de jeu pour les enfants, pour les jeunes, on veut recréer, adapter ces espaces de sorte que les jeunes n'aient pas ou les enfants n'aient pas à être trop proches l'un de l'autre. Alors, on veut que ces espaces soient bien adaptés aux besoins
de la COVID et on passe à la prochaine diapo. Je voulais simplement partager des exemples de monde réel. Et ici, justement, c'est à Winnipeg où ils ont mis sur pied des tentes de réchauffement pour les sans-abri. Alors, c'était pour la population sans-abri pendant des périodes des températures extrêmement froides. Et pour les communautés autochtones, il y a moyen d'apporter de l'aide ainsi. Et à Ottawa, je sais qu'à Ottawa, il y a eu aussi des éclosions de COVID-19 dans des foyers d'accueil, des maisons d'accueil, et c'était un enjeu. C'est pour ça qu'on crée des espaces extérieurs pour les gens. Alors, c'est un exemple génial euh, d'adapter de s'adapter aux circonstances actuelles et trouver différentes façons telles celles-ci qui sont incroyables. Nous avons également vu un programme dans les régions du Nord sur les terres, de sorte que les gens puissent se rendre sur les terres pour piéger les animaux, faire de la chasse, de la pêche pendant un certain temps, parce que c'est des activités qui sont très populaires et nous voulons continuer à soutenir ça. C'est très important. Et bien entendu, la COVID limite et restreint les rassemblements en raison des éclosions qui ont eu lieu. Alors, cette initiative est incroyable et on veut nous assurer de l'intégrer et de la mettre en place. Maintenant, ensuite, on veut améliorer les options en matière de mobilité. Il s'agit d'un projet qui permet la distanciation physique pour rendre plus facile accès aux communautés par les gens. Alors, organiser pour les anciens des services de livraison des provisions, améliorer l'entrée et l'utilisation des services dans les édifices déjà construits, des points de dépôt et des comptes. Alors, en raison de la COVID-19, on on songe à ces possibilités. Il y a des choses qui existent. Ma communauté a mis sur pied un système de livraison pour les aînés. Alors, il y a des gens qui font la cueillette d'épicerie et vont livrer, vont se rendre aux épiceries, aux supermarchés pour éviter que les familles sortent et se rendent dans ces supermarchés. Alors, c'est un service non seulement pour les aînés, mais toute personne qui est à risque. Et vous pouvez mettre sur pied un service de livraison pour ces gens. Il y a aussi, je dirais que certaines communautés, dans ma communauté, les gens mettent des choses, affichent des choses dans la fenêtre. Si les gens ont besoin de quelque chose, ne sont pas en forme, ont besoin de soutien, ils écrivent quelque chose sur une feuille, ils peuvent la retourner s'ils vont bien pour aussi laisser le programme ou l'initiative, savoir si tout va bien ou non, s'ils ont besoin de soutien, c'est affiché dans la fenêtre. Et aussi pour les édifices déjà construits, oui, ça peut changer la façon d'entrée et de sortie des gens, des édifices, des centres d'amitié, des organismes dans les villes. Qu'il s'agit d'un centre communautaire, un centre de santé, on essaie de trouver différentes façons pour permettre les entrées et les sorties des gens et avoir des discussions avec les gens qui travaillent dans ces édifices, échanger les infrastructures, la ventilation pour aussi améliorer la distanciation physique. Alors, aussi, on veut mettre sur pied des programmes qui font la promotion d'une mobilité saine, des possibilités pour les gens, pour des gens où il y a justement des régions où il y a une éclosion, différents espaces pour permettre aux gens de rester au chaud pendant l'hiver et créer des possibilités en matière de mobilité. Un petit moment, il y a des questions qui entrent là. Alors, je sais qu'au sein de certaines de nos communautés, accès à la communauté par le biais
de barges, de canots et de bateaux. Alors donc, il s'agit justement de mettre à jour, créer des installations hivernales afin d'augmenter le confort des membres de la communauté. Alors, comment améliorer le tout, mettre le tout à jour pour nous assurer que les précautions sont en place pour les communautés et les programmes qui font la promotion d'une mobilité saine, facilitant les activités liées à la mobilité, les pistes cyclables, les sentiers pédestres, justement les infrastructures de marche, oui, tels les sentiers pédestres que j'ai mentionnés, mais on veut que les gens demeurent actifs physiquement par le biais de différentes choses euh, euh, causées par le confinement de la COVID-19. On veut que les gens restent en forme parce qu'il y a eu une fermeture importante de centres de conditionnement physique dans le pays, dans ma communauté. Le centre de conditionnement a dû fermer pendant un bout. Nous savons tous qu'à la maison, pour détenir de l'équipement, c'est coûteux. Alors, on, on veut aussi aider les communautés à l'extérieur ou promouvoir la distanciation physique pour ce faire. Je crois que ce diapo devait tomber sous les solutions numériques. Peut-être que j'ai commis une erreur, mais voici un exemple. C'est un exemple intéressant et créatif pour les options de mobilité. Ça touche Première Nation Beau Soleil. Alors, pour que justement on livre des denrées et de l'approvisionnement par le biais de drones, justement, qui vont se rendre dans ces régions. Ma compréhension, c'est pour éviter que les gens à l'extérieur de la communauté entrent dans ces communautés, parce qu'il y a des gens qui proviennent de zones chaudes ou rouges. Et pour éviter la livraison aux communautés éloignées, on veut éviter des éclosions dans le nord de l'Ontario. Ils ont mis quelque chose de semblable sur pied pour les livraisons justement de denrées, d'aliments. Dans le Nord, on songeait à différentes technologies pour avoir accès à de la nourriture de façon euh, abordable. Alors, c'était quelque chose que je voulais partager avec tout le monde. Alors, dernièrement, créer des solutions numériques. Alors, c'est pour les besoins changés des communautés en matière de data, de données, de technologies disponibles. Alors, je crois que c'est ici que nous retenons qu'il y a bon nombre de choses qui se passent au sein des communautés. J'ai participé à bon nombre de choses en ligne. J'ai participé à bien des choses touchant les solutions numériques au sein des communautés pour permettre aux communautés de demeurer en santé malgré la COVID-19. Nous avons euh, tenu des powwows numériques partout sur Facebook. Les gens maintiennent quand même ce besoin de participer à certaines choses, moi-même inclus. C'était difficile l'été dernier. Nous n'avons pu nous rendre à des rassemblements toute l'année, pas juste pour moi, même mon enfant. C'était un défi. On n'a pas pu participer compte tenu d'où nous sommes et pour trouver des solutions numériques. Par le biais de ces solutions, nous pouvons quand même entendre des chansons et faire usage de technologies numériques dans diverses activités culturelles. Un de nos partenaires ici, Well Living House, mené par Dr. Janice Smiley, avait justement tenu des célébrations hivernales. Il y a beaucoup de conversations dans les communautés à savoir si certaines choses devraient être diffusées de cette façon. Alors, vous pouvez avoir cette conversation parce qu'il y a des communautés qui répondent différemment à cela et on tente de maintenir, de partager diverses façons de procéder. Et pour les élections virtuelles dans les centres d'amitié, même nous, dans notre association, nous avons tenu notre réunion annuelle en ligne. Ce n'est pas chose facile. Il y a une certaine capacité lorsqu'on doit inscrire quelqu'un, organiser le tout lorsque la réunion est passive, surtout s'il y a
un vote qui doit être tenu. Il y a des choses sur lesquelles on doit voter. Ça peut comporter beaucoup de travail, mais c'est un travail qui doit se poursuivre et notre organisme procède ainsi à trouver des solutions pour ce faire et créer d'applis de connectivité pour justement les médias. Il y a différentes choses qu'on peut faire, qu'on peut mettre sur pied pour nos communautés, nos aînés, nos jeunes. Et peu importe l'infrastructure que vous détenez au sein de votre communauté, on veut créer des applis de connectivité pour nos communautés et aussi de traçage et aussi bibliothèque communautaire pour prêts de fournitures technologiques et l'augmentation de l'accès à Internet. C'est un enjeu non seulement dans des régions rurales, mais même dans des lieux ou des villes rurales. Alors, compte tenu que bon nombre de personnes doivent rester à la maison et ce que ça implique maintenant, bien des gens sont en ligne et il y a beaucoup de choses qu'on peut télécharger. On assiste à une réunion, on n'est pas ennuyé à la maison à mourir, mais c'est une façon de rester connecté et aussi de prêter des choses aux membres de la communauté, des portables, des ordinateurs, différentes choses pour permettre aux gens de rester connectés. Prochaine diapo. Oui, aussi. euh, la formation en technologie pour les anciens, les aînés. Tel que j'ai mentionné, il y a bien des choses qui se produisent en ce moment. Il y a des gens qui veulent communiquer en ligne ou par le biais de téléphones cellulaires. Alors, la formation en matière de technologie pour les anciens et les aînés est très importante. Si on sera atteint par le COVID encore par un bout, pour un bon bout, ma grand-mère doit apprendre à utiliser certaines technologies. Alors, je l'ai mis sur pied et il faut les aider à se rendre sur Zoom, rester en contact avec les membres de leur famille et assurer la communication aussi, les communications virtuelles entre les étudiants et les étudiantes et leur communauté, leurs universités dans leur ville. Il y a eu des enjeux à savoir est-ce qu'ils peuvent rentrer à la maison, surtout s'ils proviennent de zones chaudes telles Toronto, Montréal ou autres. Comment faciliter les communications entre les étudiants et leurs familles si les étudiants habitent seuls? C'est un grand défi. Il faut maintenir les contacts, les communications avec les communautés et aussi pour les cours en ligne. Je participe à un cours en ligne, un cours de langue en ligne dans ma communauté et les cours étaient tenus à notre centre culturel et maintenant ils sont en ligne, mais c'est incroyable. Et on a beaucoup de participants, beaucoup plus maintenant en ligne qu'alors hors ligne à chaque semaine au centre communautaire. Alors, c'était très encourageant. Voici un exemple d'un centre d'amitié et qui tient des cours en ligne. Et la prochaine diapo. Voici des Premières Nations NFN et ils tenaient leurs élections en ligne. Je comprends qu'il s'agit d'un plus grand défi parce qu'il y a des codes de vote qu'il faut émettre et il y a des possibilités de mettre ça sur pied en ligne, non seulement pour les votes communautaires, mais aussi pour les référendums au sein des communautés pour éviter que les gens se déplacent dans des espaces électoraux mais on peut mettre ça sur pied quand même avec la distanciation physique. Mais pour les organismes communautaires, les centres d'amitié qui tiennent des votes pour leurs conseils, on pourrait tenir en ligne des réunions et un processus électoral également pour le vote. Alors voilà pour ma portion et ce que je voulais partager des diverses conversations qui se tiennent actuellement au sein de certaines communautés et ce que les gens font afin de s'adapter aux incidences de la COVID-19. Alors, je n'ai pas fourni une liste exhaustive de tout, mais j'ai fait mon possible pour vous inspirer
et déclencher des idées, à savoir ce qu'on peut faire et les demandes que l'on peut déposer pour ces occasions et ces possibilités. On va maintenant ouvrir la période de questions et réponses et Rupal va m'aider à répondre à certaines questions. Et en fait, serait la meilleure personne pour répondre à certaines questions puisqu'elle travaille avec l'ICCS. Alors, il y a d'autres personnes qui pourront participer également de façon efficace. Merci, Shadi. Il s'agissait là d'exemples formidables pour des projets. Mon nom est Rupal. Oui, je travaille à l'Institut urbain canadien, un des partenaires sur ce projet. Je veux aussi vous présenter Michel, Fondation communautaire Canada, qui est ici pour répondre à certaines questions que des gens pourraient avoir dans la boîte de clavardage au sujet du programme. Étant aussi longtemps que je vois des questions dans la boîte, j'ai quelques questions que j'aimerais poser moi-même. S'il y a quelqu'un qui représente un organisme qui ne figure pas sur la liste d'organismes admissibles, un organisme qui n'est pas inclus, comment peuvent-ils bénéficier de ce programme? They can benefit by partnering with another organization. Ils peuvent tirer avantage en formant un partenariat avec un autre organisme. Nous avons songé aux gens admissibles à ce programme et quiconque ne figure pas dans la liste, dans le guide d'usagers ou des demandeurs, ils peuvent former un partenariat avec un organisme qui est admissible. Nous avons quelques formulaires qui vous permettront de formuler votre demande et il y a aussi une entente de partenariat pour vous assurer que tout le monde est sur la même longueur d'onde pour travailler ensemble. Et il y aurait un demandeur principal qui remplirait le formulaire de demande et, et, et un qui serait aussi la personne financière principale, mais vous pourriez former un partenariat pour travailler ensemble sur un projet. Et ça me porte à une prochaine question. Si vous déposez une demande pour ce programme, tel que vous savez, un organisme peut déposer seulement une demande. Et si vous avez de multiples projets dans lesquels vous êtes impliqué, comment procéder? Alors, il y aura deux cycles de subventions. Alors, un organisme peut déposer une demande par cycle et les gens peuvent, les communautés peuvent former un partenariat avec des organismes pour déposer la demande. Je crois que ça répond à votre question. Oui, le partenariat semble être clé ou un élément critique. Je suis désolée, Shadi. Non, non, j'allais répondre à une autre question. Ça va, ça va. Allez, vas-y, vas-y. Oui, oui. Je constate que je n'ai pas passé en revue les montants des subventions. Et oui, je crois qu'on peut en parler et c'est sur la plateforme. Oui. Alors, les subventions hors tout, ça démarre à 5 000 jusqu'à 250 000 et les subventions sont délivrées très simplement. Si vous allez en ligne pour le formulaire de demande, vous pouvez sélectionner la région où vous êtes situé, où votre projet aura lieu ou se déroulera d'abord et ensuite vous allez sélectionner la somme d'argent que vous demandez. Alors, nous avons une carte géographique disponible en ligne où vous pouvez déterminer où vous êtes situé en matière de, de, de pôle et vous cliquez là-dessus. Si c'est au-delà de 100 000 vous serez évalué contre d'autres projets plus importants plutôt qu'au niveau local. Alors, il y a d'autres ressources qui prendront part à la prise de décision et les demandes elles-mêmes seront évaluées différemment. Il y a aussi une occasion, une possibilité, si votre région géographique ne concorde pas avec un des pôles et que vous êtes diversifié à travers divers pôles, vous pourrez aussi déposer une demande à travers plusieurs régions avec plusieurs organismes. Si vous avez une incidence à travers ceux-ci, vous pouvez déposer une demande conséquemment. Alors, c'est fondé d'abord sur votre région où vous êtes situé.
et ensuite la somme de le montant de la subvention que vous demandez et l'incidence nationale de votre projet. Et nous ne voulons pas semer la confusion, mais si vous lisez le guide du demandeur et vous nous adressez vos questions, on va y répondre. Et il pourrait y avoir des projets qui pourraient tomber dans l'un des divers thèmes de programme. Est-ce que ça va? Est-ce que ça convient? Oui, c'est génial. Alors, les thèmes multiples sont très positifs, pas recommandés. Vous ne devez pas avoir plusieurs thèmes, mais si vous en avez un ou plus d'un, si ça touche la communauté, oui, c'est important et c'est admissible. Il y a des questions à savoir s'il y aura un deuxième cycle de subvention et si les gens peuvent déposer une demande au cours du deuxième cycle si leur demande n'était pas acceptée pendant le premier cycle. Peuvent-ils redéposer leur demande? Oui, il y aura un deuxième cycle. Oui, et ils peuvent reformuler une demande. Nous proposons que vous suggériez ou que vous révisiez la raison pour laquelle la demande n'était pas approuvée la première fois, de sorte à éviter les mêmes difficultés lors du dépôt de votre deuxième demande, pour éviter ces erreurs. Bref. Et je parcours la boîte de clavardage pour les autres questions. Alors, quand les décisions seront-elles prises pour les subventions du premier cycle? Je sais qu'il y a une réponse à cela. Un petit moment, je cherche les réponses aux questions. Je crois que c'est en avril. Est-ce qu'on peut passer à une autre question pendant que je cherche la réponse? Est-ce qu'il peut y avoir un développement économique? On peut répondre à cette question? S'il y a une composante de développement économique impliquée? Le 30 avril, c'est confirmé. Alors, c'est la date pour l'obtention des résultats. La question, est-ce qu'il peut y avoir une composante de développement économique à soutenir les commerces locaux? Oui, il peut y avoir cette composante, mais le thème dans l'ensemble doit inclure les espaces publics. Alors, et il faut que ça provienne d'un organisme admissible. Est-ce qu'on peut aussi parler la prise de décision par le comité, à quoi ça va ressembler par rapport aux décisions pour les communautés, en quoi comporte la prise de décision? On parle du comité de révision? Oui. Alors, le comité de révision est composé d'autorités locales pour donner un sens d'orientation, une voix. Nous travaillons très fort pour assurer la diversité, les voix marginalisées et tout autre atteint par la COVID-19 soit aussi inclus. Mais d'une région à l'autre, ça différera dépendamment du contexte local. Est-ce que vous pouvez éclaircir que si une première demande n'est pas approuvée, y aurait-il du temps ou un délai entre les deux demandes pour réévaluer le tout? Alors, le délai lorsque le deuxième cycle sera ouvert et refermera sera plus long. Alors, il y aura un certain délai pour un ajustement et je crois que ça figure au guide du demandeur. Voilà, voilà. Oui, c'est dans la boîte de clavardage. Alors, donc, le portail pour les demandes sera ouvert le 14 mai pour fermer le 25 juin. Et si les demandeurs n'ont pas reçu leur subvention
au cours du premier cycle pourra déposer une demande au cours du deuxième cycle, bien que la subvention ne soit pas garantie. Et si les gens veulent une rétroaction, à savoir d'améliorer leur demande pour qu'elle soit plus forte et plus lourdement appuyée pour qu'ils obtiennent leur subvention, comment procéder? Nous allons fournir une rétroaction de haut niveau et nous, au FCC, pouvons avoir cette information à haut niveau sans nécessairement avoir le menu détail, mais nous pourrons fournir une certaine orientation pour bien guider les demandes. Et si les gens ont des questions qui portent sur des situations précises ou touchent leur organisme précisément pour ceux qui assistent aujourd'hui, où pourront-ils trouver réponse à leurs questions? Alors, notre adresse courriel est disponible et nous avons un grand personnel qui répond aux questions, qui vérifie les courriels entrants et nous sommes aussi en liaison avec l'ICCS. Vous pourrez vous rendre sur ce site. Vous pourrez aussi vérifier si oui ou non vous êtes admissible à un certain projet. Si vous avez des questions dans le menu détail, nous allons répondre rapidement. Je dirais en ce moment que le délai est de 48 heures. Alors, nous répondons aux questions dans les 48 heures. Et sentez-vous bien à l'aise de communiquer avec moi au centre d'amitié. Et si vous voulez avoir une conversation sur vos idées et pour qu'on ait une bonne compréhension de votre projet, n'hésitez surtout pas à communiquer avec moi. Il y a une question sur les budgets. Alors, le guide du demandeur, justement, indique que toute somme dépensée entre juin 2020 et juin 2022, comment ça fonctionne, comment le délai fonctionne. S'il pouvez-vous expliquer les tenants et les aboutissants? Tout ce qui touche le projet et les subventions qui sont émises entre le 1er avril 2020 et le 30 juin 2022, oui, c'est rétroactif et toutes dépenses vont varier dépendamment du projet et pour des dépenses futures et du passé doivent être précisément liées à un budget et inscrites comme dépenses et aussi comme dépenses rétroactives dans la demande de subvention et doivent être aussi comprises dans le budget. Je crois qu'il nous reste quelques minutes avant la fin de notre séance. Si vous avez des questions, je vous propose de les afficher immédiatement. Sinon, nous allons passer à Michel pour fermer la boîte de clavardage et assurer la clôture de notre séance. Nous n'avons plus de questions telles que Michel a aussi indiqué. Procédez avec le soutien si vous avez des questions. Alors, Michel, oui, c'était génial. Merci beaucoup, Shadi. Merci à tout le monde. Je crois que vos idées étaient superbes. C'était génial de voir le flux de questions entrantes dans la boîte de clavardage. Merci à tout le monde faisant partie du programme et votre travail incroyable. Merci tout le monde. Merci à tous. Merci, Michel. Alors, merci à tout le monde, à tous nos invités, nos participants. Alors, merci encore. Alors, merci à tous et nous aurons des séances de mobilisation en fait à chaque jour cette semaine et vous verrez un sondage sur votre écran pour nous laisser savoir si nous avons fait un bon travail. Alors, ce serait génial et fantastique si vous pouviez répondre. Merci à tous. Bonne journée.